Bonjour à tous, chose promise, chose due, je crois que vous vous portez bien. On se retrouve donc pour la suite du témoignage de Chloé que vous avez pu découvrir ici la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter son témoignage, je vous invite à regarder la vidéo précédente. C'est un très beau témoignage sur l'acceptation de qui nous sommes en tant que femmes noires dans la société européenne et je crois vraiment qu'il peut en aider plus d'une. J'ai reçu énormément de soutien de votre part et pour ça je voulais vous dire avant tout merci pour vos partages, pour vos likes, pour toutes les fois où vous m'avez tagué sur Instagram. Je vous dis vraiment merci et je suis très touchée parce que ce témoignage là m'a permis d'écouter plusieurs d'entre vous et même des hommes qui m'ont dit qu'ils étaient un peu dans la même situation jusqu'à une certaine période, qui sont encore en train d'apprendre à se connaître et de faire le chemin vers qui ils sont. Et je pense donc que la suite de cette vidéo mérite elle aussi d'être autant partagée, sinon plus. Donc je vais vous inviter aussi à la partager, à la liker et à la faire découvrir à vos proches. On va pas blablater plus que ça, je vous invite donc tout de suite à écouter comment Chloé a fait pour s'en sortir, pour s'aimer telle qu'elle est, pour aimer sa peau noire, pour aimer qui elle était et toute la culture et l'univers qu'il y a autour d'elle en tant que jeune femme congolaise. C'est parti. Un petit retour en arrière. Quand j'ai quitté Épinay-sur-Seine pour déménager à Tremblay en France, ce qui s'est passé, c'est que pendant pratiquement 6 à 7 mois, j'avais pas d'amis et surtout personne ne m'adressait la parole. C'est-à-dire que je passais mes journées en récréation toute seule dans les couloirs. Même quand j'essayais de pouvoir aller vers les autres, on me rejetait, mais vraiment en pleine face, en mode oui, toi je te connais pas, je t'adresse pas la parole, ou bien je te fais pas assez confiance, t'es bizarre, tu sors de n'importe, enfin de je ne sais où, je vais pas te confier ma vie. Donc au final, pendant 6 à 7 mois, étant donné que voilà, je voulais vraiment me... Il y a des gens qui t'ont dit ça clairement, oui, comme ça? Oui, oui. Et des enfants qui me disaient, bah voilà, parce que c'était des enfants à l'époque, ah je te connais pas, je te fais pas confiance, donc non je te parle pas, je peux pas être amie avec moi ou autre. Et moi j'étais telle que j'étais, voilà, je me disais, bah au final, bah, je préfère me mettre à l'écart plutôt que de traîner avec ce genre de personnes. Au final, bah, la pression sociale, je dirais, fait que bah, tu as envie d'appartenir à un groupe, tu as envie d'avoir des amis, tu es fatigué, de pouvoir faire des allers-retours Tremblay, Épinay pour pouvoir parler à des gens ou te faire comprendre par rapport à ces personnes qui te connaissent depuis l'enfance. Donc, pour pouvoir être mieux intégré, bah, tu te fonds dans le moule, tu te fonds dans la masse et tu commences à intégrer leur système de pensée, surtout que bah, faut savoir que bah, ma mère est juriste de formation littéraire, donc moi j'ai vraiment grandi avec une éducation assez stricte, même au niveau de mon vocabulaire, elle était assez châtiée pour une enfant de mon âge. Et d'ailleurs on me disait, mais tu parles comme une blanche, d'ailleurs c'est quoi parler comme une blanche? En bref, c'est bizarre. Et en arrivant à Tremblay, étant donné que bah, les personnes qui m'ont laissé intégrer leur cercle, c'était des maghrébines, j'ai commencé à parler comme elles, j'ai commencé à m'habiller comme elles, j'ai commencé à me comporter comme elles. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, en passant en 3e, j'ai fait la rencontre de cette fille, donc, du coup, qui m'a accueillie dans sa vie, dans sa famille. Et étant donné que ses parents étaient vraiment congolais, bien congolais, j'ai commencé à parler lingala. Parce que chez moi, on ne parlait pas vraiment lingala. Enfin, ma mère me parlait, mais je ne comprenais pas forcément. Du moins, je ne faisais pas l'effort de comprendre. Et elle me parlait rarement. Il faut savoir que ma mère parle français, anglais, lingala, espagnol et un peu russe. Au final, j'étais un peu dans un méli-mélo de langues. Et lingala, c'était pas forcément la langue à laquelle je m'intéressais le plus, mais plutôt l'anglais, l'espagnol, etc. Et donc du coup, même au niveau des influences musicales à la maison, il y avait beaucoup de Tracy Chapman, Lenny Kravitz, U2, les Fugees, Alia, Tupac, R&B++. Voilà. Et même de la variété française, Jacques Brel, etc. Mais vraiment très peu de congolais, très peu de ça et surtout que ma mère ne voulait pas en fait qu'on puisse grandir avec cette mentalité de l'univers de la mentalité congolaise. courir après les musiciens, faire ci, faire ça. Même les danses en fait de Kofi, moi je les connaissais pas en fait. Je les connaissais parce que mes cousins venaient à la maison et qui me ramenaient voilà, leur pas de danse, mais sinon je connaissais
pas vraiment quoi que ce soit, ou bien j'entendais ça dans les fêtes, mais c'était rare en fait que ma mère puisse mettre la musique à la maison et c'était du Koffee en fait. J'ai appris ça vraiment très tardivement, justement quand j'ai commencé à fréquenter la famille de Ré, et qu'au fur et à mesure, d'être en contact avec eux, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ma culture déjà, premièrement, à me dire que au-delà de la nourriture congolaise, ouais, il y a ci, il y a ça qui est intéressant, etc. Non pas que ma mère ne m'a pas... Non mais c'est vrai. Non pas que ma mère ne m'a pas inculpé, mais vraiment ça ne m'intéressait pas. Et surtout que c'était, entre guillemets, mon contact direct. Je sais pas s'il y avait cette forme de je m'en foutisme. Mais lorsque c'était chez les autres, ça m'intéressait un peu plus. Alors que c'était exactement la même chose. Et au final, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ma culture, le fait d'entendre Lingala souvent, etc. Au final, je me suis dit, je veux parler la langue, c'est quand même la langue de chez moi. Et voilà. C'est un garçon que j'avais rencontré, un blanc, un portugais. Et la toute première fois que je le rencontre, il me dit ah mais de toute manière toi t'es belle vraiment pour une noire, t'es claire et tu sens bon. Je fais quoi? Il me dit oh mais tu sens bon, t'es pas comme tous les autres noirs. Je dis c'est quoi sentir bon? Ouais mais non, il y en a ils sentent des odeurs cheloues, des odeurs d'épices. Ouais ils aiment dire ça, les odeurs d'épices. C'est quoi l'odeur d'épices? Vous en mettez même pas dans vos... Au final, je me suis dit ok mais enfin j'ai pas percuté sur le moment, enfin je me suis dit ok pourquoi il me dit ça, c'est bizarre, mais ça ne m'avait pas fait tilt en fait dans mon esprit. Et au fur et à mesure où j'avais continué à lui parler, je continuais à lui parler et tout, et au fur et à mesure en fait dans ma tête je me disais mais il est sérieux lui, ça veut dire quoi sentir bon pour une noire, c'est quoi en fait? Quand tu es noire tu es censée puer, enfin je ne sais pas en fait pourquoi il me dit ça. Et je me suis rendu compte que je me suis dit, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal, je me suis dit, mais attends, mais pour qui il se prend? Donc j'ai coupé court et j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même. Je me suis dit, mais pourquoi en fait il pense comme ça? Et moi-même en fait, je me suis rendu compte que si, premièrement, la personne pensait comme ça, c'est que je lui laissais en fait l'autorisation de pouvoir penser comme ça. Je lui laissais l'autorisation de pouvoir se faire une image des noirs et une image sur moi-même. Et surtout, le fait de ne pas répondre, c'est comme si je me rendais prisonnière en fait de cette case-là. T'es belle pour une noire ou tu sens bon pour une noire, sans pouvoir en fait défendre également le fait de pouvoir se dire, non en fait, un noir c'est normal, c'est beau, ça sent bon, ça peut faire ce qu'il veut, ça peut devenir qui il veut. Enfin, je sais pas comment ça a pu en fait s'imprégner autant dans la société, autant que même des personnes adultes puissent avoir en fait ce genre de discours raciste, même sans s'en rendre compte en fait. Et ça date de combien de temps? C'était il y a 6 ans. Ah ouais, c'est récent. Enfin, ouais, c'était il y a 6 ans, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans et je me suis dit, là je peux plus. En fait, c'est comme si c'était... Je me suis dit, là il y a un problème. C'est même à cette période-là où j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, parce que j'étais défrisée. Je suis passée de défrisée à transition, donc entre deux textures, jusqu'à ce que je coupe mes cheveux pour devenir naturelle. Et c'est vraiment là que ce processus a peut-être commencé à se mettre en place, mais il y avait quand même encore pas mal d'influence au niveau du colorisme, au niveau du fait de voilà, pour être belle, il fallait que voilà, même mes cheveux je les lâchais pas, ou bien c'était vraiment très rare de me voir avec les cheveux lâchés. J'allais peut-être aller une fois dans le mois, ou sinon c'était vraiment perruque, tissage, braid, parce que même les braids j'ai mis du temps à les accepter. C'était vraiment coiffure protectrice, mais bon c'était plutôt coiffure le camouflage. Lorsque ma mère est devenue activiste, donc elle est militante par rapport je dirais même opposante par rapport au régime en place au Congo. Et c'est là où ça m'a fait m'intéresser sur ma culture, où vraiment j'ai commencé à vraiment me plonger dans mon histoire, me plonger dans l'histoire du Congo, ce qui se passe là-bas, pourquoi moi-même en fait en tant qu'enfant congolaise, enfin enfant issu de la diaspora congolaise, pourquoi j'allais
peut-être me projeter en vacances partout, sauf au Congo. Moi-même, en fait, quand on me disait oui, tu vas aller au Congo, je disais bah non, j'ai pas envie, enfin, ça m'intéresse pas. Enfin, pour moi, il n'y avait rien d'exceptionnel à faire là-bas. Je me disais que bah non, voilà quoi, je vois pas forcément d'intérêt. Et au final, lorsque elle a commencé à entreprendre ce combat cher à son cœur, j'ai commencé aussi à m'y intéresser. J'ai commencé à me dire que ah bah non, bah finalement mon pays c'est comme ça. J'avais limite avant cette image en mode le Congo c'est le village. C'est le village, c'est Kékou, c'est les cases ou je sais pas quoi. Et quand j'ai commencé à même à regarder au niveau des documentaires, au niveau de parce que je ne pouvais pas forcément y aller, de ce que mes cousins me disaient, mais c'est trop bien, j'ai pas envie de revenir, etc. Je me disais, ah, ouais, quand même, c'est quand même intéressant. Donc c'est vrai que c'est là que ça a fait vraiment un élément, ça a créé en moi une secousse. Je dirais une secousse par rapport à l'urgence de pouvoir se connaître soi-même. Parce qu'en fait, lorsque tu te connais pas, tu laisses l'opportunité à une personne de pouvoir te modeler à sa manière. Et je me suis rendu compte que non, il fallait que je puisse, que c'était de mon ressort de pouvoir me connaître moi-même et qu'il fallait que je puisse mettre en place des actions pour pouvoir me connaître. Donc à savoir déjà cette mentalité, enfin cette matrice de pouvoir uniquement être intéressée au blanc, c'est là que ça a commencé à diminuer. C'est là où j'ai vraiment en fait commencé à me dire bah non, je vais... Bah voilà, il y a d'autres options qui se portent à moi. C'est pas forcément parce que c'est même pas, comment dire, que tu n'es pas, comment dire que tu ne m'intéresses pas, c'est que je catégorisais vraiment les noirs. T'es noir, tu m'intéresses pas. Au final, ça commençait vraiment à partir. Je me suis rendu compte que voilà, la couleur noire c'est une richesse. Je me suis rendu compte que le fait d'être noir c'est vraiment une force et même une puissance en fait. Le fait d'être une femme et noire dans cette société aujourd'hui, je pense qu'on doit se battre beaucoup plus que les autres. Qu'on doit s'imposer beaucoup plus que les autres et si on ne le fait pas, en fait, on se laisse marcher on se laisse marcher dessus, on se laisse catégoriser, on se laisse écraser en fait et non pas en fait de pouvoir manifester une sauvagerie dans le caractère ou autre, de dire que voilà, les femmes noires sont tatati, tatata, colériques ou autre, mais vraiment en fait de pouvoir se dire en fait, on se reconnaît en tant que femme noire. On apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, on revendique notre négritude sans pour autant en fait stigmatiser les autres, sans pour autant écraser les autres. Le fait de revendiquer sa négritude ne veut pas dire qu'on est raciste. C'est tout simplement le fait de pouvoir se dire que on est passé par telle ou telle phase de notre vie où on se perdait, où on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, on prend conscience de qui on est et on veut tout simplement en fait le revendiquer en tant que tel, sans pour en faire un effet de mode ou un effet où on veut forcément démontrer quelque chose. Black is beautiful, black power, oui, j'ai déjà entendu des oui, mais c'est bon, on a compris. Bah non, on n'a pas compris parce que les Noirs ont une histoire. On a été mis en esclavage, on nous a colonisés, on a modifié toute notre histoire et au final, on a besoin aujourd'hui de pouvoir repartir à la racine. On a besoin de pouvoir se connaître et le fait de pouvoir le revendiquer de la même manière dont un Corse revendique sa fierté d'appartenir à la Corse. Je vois pas en quoi le fait d'être une femme noire aujourd'hui et après avoir subi toutes ces choses, de le revendiquer fait de nous voilà, des extrémistes ou autres. Donc voilà. Après, à part ces trois éléments, le fait d'avoir personnellement accepté Christ dans ma vie m'a fait comprendre que j'étais quelqu'un. Avant, tu pensais que tu étais chose. M'a fait comprendre que j'avais de la valeur. Et surtout que si je ne connaissais pas mon identité, je n'étais rien. Tant que j'étais en fait sous cet esclavage moderne, en fait, je n'étais pas libre du fait d'être moi-même. Et surtout, j'ai réalisé que je ne me connaissais absolument pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est aujourd'hui à 25 ans que je commence à me connaître, à m'apprécier surtout. Parce que voilà, par rapport à mon background, je ne m'appréciais pas. J'avais toujours besoin d'être acceptée par les autres. J'avais toujours besoin de pouvoir refléter cette image un peu de fille parfaite. J'avais besoin de pouvoir refléter le type de fille... the perfect girl. Le type de fille qui est... Voilà, parfaite de la tête aux pieds, les filles qui énervent dans les films où il y a les pom-pom girls là. C'est ça. D'ailleurs, je disais toujours si j'étais aux États-Unis, je serais pom-pom girl, mais ça ne m'étonnerait pas, j'aurais été agaçante. Et le fait d'avoir rencontré Christ m'a fait prendre conscience de mon identité, m'a fait prendre conscience des trésors et des richesses qui résidaient au-dedans de moi.
et surtout que je ne pouvais pas en fait continuer à pouvoir me laisser manipuler en fait par les standards de la société, par les critères de la société, par les critères de beauté, parce que les gens attendaient de moi. Et c'est vraiment là où j'ai pris l'initiative, aussi par rapport à mon entourage, par rapport à mes amis, d'apprendre à vraiment faire cette introspection, parfois même remonter à la racine des choses et à me dire qu'en fait, à tel moment il y a eu ça, à tel moment il y a eu ça, à tel moment je n'ai pas su me mettre en valeur ou me positionner comme telle parce que telle ou telle chose me sont arrivées. C'est pas uniquement pour se prendre en excuse, mais tout simplement pour pouvoir ne plus se mentir à soi-même, de se dire ok, il y a eu telle ou telle chose, aujourd'hui je prends la décision de pouvoir changer à ce niveau-là, je prends la décision de pouvoir me connaître plus, d'être moi-même et de ne pas être qu'une pâle copie ou bien d'être que ce que les gens attendent de soi. Beaucoup de choses, déjà elle était vraiment chiante. Bon, je crois que je suis encore un peu aujourd'hui, mais bon, ça va mieux. Si je pouvais me dire quelque chose à la Chloé d'il y a 10 ans, je dirais que tu es forte, que tu es intelligente, que tu es intéressante, que tu n'as pas besoin de pouvoir en fait te briguer derrière une identité que tu n'es pas, une fille que tu n'es pas. Tu n'as pas besoin de pouvoir en fait porter un masque pour pouvoir mieux être acceptée des autres. Tu n'as pas besoin de pouvoir t'inventer une vie en fait. Sois toi-même parce que tu es intelligente, tu es forte, tu as des capacités que tu ne peux pas soupçonner et des rêves. Suis tes rêves, tu as des rêves que tu dois accomplir. Tu ne te connais peut-être pas, mais tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est vrai, et c'est dur à dire. Enfin, c'est dur à dire. C'était dur à dire pour moi, mais c'est vrai que je n'avais vraiment aucune ambition. Déjà, très tôt dans ma mentalité, je ne sais pas pourquoi en plus je me disais que j'allais mourir très jeune. Je me disais que j'allais mourir à 22 ans. Pourquoi, je ne sais pas. Je me disais qu'à 22 ans, ça fait 3 ans que tu aurais dû mourir. Voilà. Donc je me disais que j'allais mourir à 22 ans et je n'avais pas de perspective d'avenir. Je ne me voyais pas évoluer, je ne me voyais pas aller plus loin qu'avoir un bac. Aujourd'hui, je reprends un master à la rentrée. J'ai le projet de faire un doctorat en psychologie d'ailleurs pour pouvoir mieux connaître et mieux comprendre en fait l'être humain. De pouvoir en fait apporter une solution, ne pas uniquement évoquer le problème et se dire oh il y a un problème, elle trouve qu'elle est voilà, qu'elle est pas jolie, etc. Voilà, t'as un problème. Non, de pouvoir donner de pouvoir lister le problème et donner la solution. Pour ça que, en dehors de mes études de marketing, le fait de pouvoir faire ce doctorat me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui naissait au-dedans de moi et que je n'osais pas forcément parce que je ne croyais pas en mes capacités ni en mon potentiel. Et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es belle? Oui. On t'écoute? Ça se voit. Non, aujourd'hui je me trouve vraiment, vraiment belle. Peut-être qu'il y a encore des choses à peaufiner au niveau de l'intérieur. Can you tell it? I'm beautiful. Oh. Je suis beautiful quoi. Si beautiful. Non, vraiment je trouve que je suis une belle personne. Une personne qui apprend à se connaître, qui apprend à guérir et qui apprend à s'aimer en fait de l'intérieur avec ses faiblesses comme ses forces et qui se regarde dans un miroir et qui peut dire franchement je claque. Aujourd'hui je suis maquillée mais même quand je ne suis pas maquillée et c'est récent, j'apprends à m'aimer au naturel, j'apprends à m'aimer avec ma carnation, j'apprends à m'aimer avec mes cheveux, j'apprends à m'aimer avec mon corps. J'apprends vraiment en fait à... Franchement, ton corps, je sais pas ce que tu peux ne pas aimer dessus. Excuse-moi. Mais n'importe quoi, elle a un super beau corps. Donc voilà, j'apprends vraiment à me connaître et à me connaître avec la vision que je devrais avoir de moi-même, pas selon ce que les autres ont à dire de moi. C'est vrai que c'est un peu parfois difficile parce qu'il y a encore cette phase de qui veut pas lâcher prise. Je ne veux pas lâcher prise in Jesus name. Mais j'apprends vraiment à me découvrir et je peux vraiment dire que je suis fière de la personne que je suis et que je vais devenir. Je reviens de très loin. Je crois que comme tout le monde, on a tous une histoire. Mais aujourd'hui, je peux vraiment être fière de la personne et j'apprécie la personne que je suis en train de devenir.
ne pas se lamenter en fait sur son sort en se disant que oui, il y a telle ou telle chose à changer. Non, en fait, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. De se dire que ok, peut-être qu'il y a ça encore à travailler, mais de toute manière, j'ai parcouru tout ce chemin, donc j'ai encore la volonté et la force de pouvoir faire le reste. Donc, voilà. Super. Merci Chloé. De rien.